Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes, les amis, c'est Loïc. Bienvenue dans un nouvel épisode de Poker Débat. Un épisode, messieurs, dames, brillant. Un épisode avec énormément de trophées, de bracelets, de beaux joueurs et un grand patron. Oui, oui, mais aussi, toujours et encore, Mademoiselle Florence Mazet. Coucou, Ça va, ma Flo? ça va super. Alors, on attaque ce fabuleux casting avec un habitué de l'émission. Je sais que vous l'adorez, ça tombe bien moi aussi. C'est bon, Julien Martini, comment ça va, mon Juju? Salut Loïc, bonjour tout le monde, un plaisir d'être là. Lui aussi va devenir un habitué, et quand j'ai ce genre d'habitué, je peux vous dire que je sais que mon émission est de qualité. Lui, il en a gagné 2 bracelets, ça va plus vite. C'est mon Bertrand Elki, gros pelier. Hey Loïc, ça a mis longtemps pour les gagner deux quand même, hein. Ça va pas plus vite que Julien, je pense. C'est bon. c'est pas grave, l'important c'est de l'avoir fait. Regarde, nous on a toujours fait 0 par exemple. Petit nouveau, lui aussi, c'est du beau palmarès, c'est Monsieur Jérémy Saderne. Salut tout le monde. Un ami, un frérot, hein, parce qu'on vient du même endroit, il a fait une belle victoire et en plus, il y avait Winamax derrière qui a filmé tout ce qu'il fallait. C'est Monsieur Ivan Dera. Yo, salut tout le monde. Ça fait plaisir d'être là, donc Ça fait plaisir de te merci recevoir. pour l'invite. Ouais, c'est normal. La famille toujours, tu le sais. Voilà. Et enfin, messieurs, dames, le grand patron, le big boss, le numéro incontestable et incontesté du classement depuis 500 000 ans, Monsieur Grégory Chauchon. Salut, bonjour à tous. Alors les amis, merci d'être là, je suis ravi. Aujourd'hui, c'est une spéciale WSOP, je dirais même une spéciale vainqueur WSOP. Juste avant de commencer cette émission, Greg, il y a quelques jours, est sortie une information, je dirais, d'extrême importance par rapport au WSOP. Est-ce que tu peux juste en quelques mots expliquer cet événement que vous avez prévu pour finalement pouvoir faire un main event, même dans les conditions actuelles? En fait, on a eu beaucoup de mal à se résoudre, à se dire qu'il n'y aurait pas de champion du monde cette année, que ça ferait un trou dans l'histoire des WSOP, pas de champion en 2020. Donc, on a essayé de réfléchir à la solution qui serait la meilleure pour que le plus de personnes puissent participer. Et on est arrivé à cette solution qui est de faire un tournoi un peu hybride online-offline. Donc, qui se commencerait online d'une part sur WSOP.com pour les joueurs américains, d'autre part pour le reste du monde sur GG Poker, donc un tournoi à 10 000 freeze out comme le main event. Chaque tournoi aurait sa propre table finale en live, une à Vegas au Rio, une à Kings en République tchèque. Et donc on aurait 2 vainqueurs, un pour les États-Unis, un pour le reste du monde. Ces 2 joueurs se retrouvant à Vegas pour jouer le heads-up pour le titre de champion du monde et pour $1 million qu'on rajoute en added money à la fin de l'année. Voilà, c'est l'idée qu'on a trouvée. Elle n'est pas parfaite, mais elle permet au moins de donner la chance au plus de gens possible, pas les Français, mais de participer au main event cette année. En tout cas, si, pour les Français à l'étranger. Voilà, pas pour les Français en France. Jusqu'à ce que GG Poker arrive un jour. Bertrand, une info là-dessus? Non? J'ai poker en France, pour l'instant pas d'infos malheureusement, désolé. Mais ça veut pas dire non. Ça veut dire juste... Ça veut pas dire non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Il n'y a pas nouvelles. d'information, pas de nouvelles. Bon les amis, Enfin, on attaque les 4 sujets du jour. Le premier sujet, voilà, vous avez tous gagné un bracelet. Oui, et gagner un bracelet WSOP, est-ce changer de dimension? Pour répondre à cette question, on va commencer par le frérot Ivan Dera, mon ami. Alors, ton avis sur cette question? Yes. Déjà, ouais, WSOP, c'est un peu le rêve de tout joueur, quoi, de gagner un bracelet. Et ce qui en fait que c'est un rêve aussi, c'est la difficulté, quoi. C'est-à-dire que si c'était facile, personne n'en rêverait. Et ce qui en fait la difficulté, c'est que c'est des joueurs du monde entier qui viennent. Et c'est des fields monstrueux, quoi. En No Limit Hold'em, c'est plusieurs milliers de joueurs. Donc, pouvoir gagner un tournoi comme ça, c'est vraiment le rêve et ça fait un peu step up, quoi. Passer l'étape du dessus. On a une reconnaissance incroyable
par les médias. Et c'est vrai que surtout pour notre entourage ou les gens qui suivent le poker un peu vite fait, on va dire, ben, eux, ils se rendent compte facilement Enfin, à travers eux, on se rend compte de l'étape que c'est d'être considéré maintenant comme champion du monde un peu, quoi. Ok. Julien? Changement de dimension, oui, complètement. Comme le disait Evan, de gagner un bracelet, c'est un rêve de gosse si on a commencé le poker à suffisamment tôt. Pour moi, c'était presque un objectif final et c'était clairement le plus beau tournoi que j'ai gagné largement. C'est le tournoi le plus prestigieux. C'est des tournois extrêmement relevés. Tout le monde est là à midi, repart à minuit. Ça tous les jours pendant un mois et demi. C'est la compétition vraiment à son summum. Et ça a été absolument incroyable. Surtout pour moi, ça a été vraiment une des premières étapes. En live et effectivement ça permet donc d'une part la notoriété puisqu'on commence un petit peu à parler plus de nous et d'autre part un vrai accomplissement personnel et presque un accomplissement final donc tu vois presque la difficulté ça a été que faire après quoi entre guillemets mais un vrai kiff et ça restera les tournois les plus prestigieux au monde. Ok. Pour de nombreuses années. Ok. Bertrand, toi qui en as gagné 2. Ouais, bah c'est sûr. En plus, en fait, le bracelet, c'est le dernier tournoi majeur que j'ai gagné dans la Triple Crown, donc ça a mis pas particulièrement longtemps par rapport. Enfin, en fait, ça m'a pas mis si longtemps que ça, mais à l'époque, ça paraissait très très long. Tu vois, t'attendre 3 ans pour gagner d'attendre 5 ans pour gagner un bracelet. Et c'est vrai que ça m'a permis de compléter la Triple Crown, et c'est vrai que ça a une aura particulièrement plus importante que les autres événements majeurs qui sont dedans, c'est sûr. Ouais. Jérém? Ouais, je suis globalement d'accord. Je pourrais rajouter que je pense que pour chaque joueur de poker, si on devait donner sur plusieurs choix quel tournoi on voudrait soit gagner, soit deep run, et s'il y avait d'autres possibilités, ce serait toujours, je pense, les WSOP qui reviendraient, pardon. Ouais, comme a dit Julien, c'est un mois et demi de compétition intense, et c'est vrai que c'est un endroit où je pense que chaque joueur aime se rendre. Et du coup, bah, moi, si je pouvais faire que des WSOP en live, ce serait, je pense, ce que je préférais faire et ce que je ferais. Il y a Julien qui a dit quelque chose de très intéressant, c'est on se demande presque qu'est-ce qu'on peut faire après. Alors justement, est-ce que vous vous êtes posé cette question-là et c'est quoi les réponses que vous vous êtes données? Ivan, toi par exemple? Ouais, carrément, c'est vrai qu'on a l'impression, pas d'avoir fini le jeu, mais que ça va être dur de revivre des émotions aussi intenses en fait. Mais en fait, on en devient presque addictif parce qu'une fois avoir vécu quelque chose d'aussi intense, bah moi, mon réflexe c'était direct à avoir envie de revivre ça, quoi. Et même le fait de le gagner une deuxième fois, en fait, derrière chaque victoire, il y a une histoire différente, il y a Ouais. des objectifs différents et c'est ça qui est beau, en fait. C'est plus le chemin pour y arriver, quoi. Et Ok. voir tous les obstacles, tous les sacrifices qu'il faut faire. Donc je pense que c'est important ouais, de se donner de nouveaux challenges après ça et de trouver au fond de nous-mêmes ce qui nous motive vraiment, quoi. Si on est toujours passionné par ça, et c'est important, quoi. Et après, ouais, les objectifs de triple crown ou les trucs comme ça, c'est vraiment l'étape du dessus et ouais, ça peut être d'autres motivations, quoi. Julien, toi alors? L'objectif, après avoir gagné un bracelet, c'est d'en gagner un second, évidemment. Et si possible, dans les tournois les plus prestigieux, il y a évidemment, le grand public n'est pas forcément courant, mais il y a des tournois plutôt des buy-in petits ou moyens, donc jusqu'à 1500 $, dont je fais partie. J'ai gagné un bracelet comme ça, donc du coup, voilà, maintenant l'objectif, c'est d'essayer de gagner sur un 10 000 $. Et le rêve, en tout cas, pour moi, vu que je joue un peu plus en mix-game par rapport aux autres, c'est le 50 000 $ Player Championship, donc un tournoi en 8 jeux différents, où en fait, c'est le seul tournoi de ma vie, où je me suis levé, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, enfin, je suis EV-, quoi. Je perds de l'argent, mais par contre, tu tapes contre les meilleurs, et ce bracelet-là, l'an dernier, c'est d'ailleurs Philippe Huy qui l'a gagné, c'est vraiment... enfin, tu le mets sur le trophée, tu le mets sur ta cheminée et tu t'en es fier, quoi. Oui, d'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais j'entends souvent que c'est le bracelet le plus compliqué à gagner.
Alors c'est simple, c'est tous les espèces de boss finaux qui sont dans leur grotte pendant tous les WSOP en train de jouer en 10 000, 20 000 dans la Bobby's Room qui sortent du coup et qui se tapent dessus. Donc il y a une soixantaine de joueurs et c'est infiniment dur. C'est-à-dire que tu as des joueurs comme Phil Ivey à ta table, c'est presque un spot quoi. Et donc c'est pas vraiment un spot. Donc c'est voilà, c'est hyper relevé, mais c'est aussi ça la compétition et c'est pour ça que ça a plus de valeur que les autres, c'est que il n'y a pas vraiment de place au hasard. Bertrand, toi, à propos des objectifs qu'on se donne après, alors toi, c'était carrément, comme tu disais, ça a fini d'achever ta triple crown. Le fait d'en gagner un deuxième, justement, le deuxième, on le savoure comment? Bah, le deuxième, ça fait particulièrement plaisir parce que c'était tellement longtemps après le premier et c'est vrai que en plus c'était totalement différent. Sur le premier, j'ai gagné, il y avait dû y avoir 130 joueurs dans un 10 000 stud et le deuxième, c'était le Colossus à Kings et à 500 euros. Il y avait genre 2700 joueurs. Ouais, t'aimes bien faire le grand écart, toi, sur ça, ouais. Donc c'est vrai que je l'ai particulièrement savouré parce qu'on se rend compte que même en fait, ces tournois-là, honnêtement, même si tu joues très très bien, il faut énormément de réussite pour les gagner. En fait, les tournois avec tellement de joueurs. Il y a tellement de joueurs, en fait, tu peux pas avoir, même si tu as un énorme edge sur la plupart du field, il faut run tellement good pour aller très loin et encore plus pour le gagner, tu vois. C'est la chose la plus difficile, tu vois. Déjà faire ta finale, c'est dur, mais genre finir premier, c'est vraiment extrêmement difficile. Donc en fait, après tout ce temps, c'est vrai qu'on se rend compte de la réussite et de la chance qu'on a d'être là quand il faut et de pouvoir gagner et finir ce tournoi. Ouais. Tu penses que tu as plus savouré la deuxième fois que la première? Je pense que j'ai plus savouré la deuxième fois, ouais, parce qu'en fait, quand tu as des périodes de haut et de bas, tu vois, la première, j'ai en fait. Ouais, je pense que j'ai plus savouré, et que ça a mis aussi longtemps, je pense que j'ai plus savouré la deuxième fois. Et comme Yvan le disait aussi, en fait, c'est la rareté de ces moments que tu apprécies particulièrement, tu vois, avec l'expérience. Tu sais que même si tu es le meilleur, même le meilleur, je sais pas, on peut jamais savoir qui est le meilleur joueur du monde, mais probablement le meilleur joueur du monde, il va probablement gagner un bracelet tous les 2 ans s'il joue tous les tournois ou un truc comme ça. J'imagine, je sais pas quelles sont les probabilités exactes, tu vois. Donc en fait, tu sais que c'est extrêmement difficile de gagner des bracelets, quasiment peu importe le field, en fait, parce que comme Julien disait, tu vois, le 50K, c'est le tournoi le plus relevé, il n'y a que des tueurs partout, mais d'un autre côté, il n'y a qu'une centaine de joueurs, et alors que c'est extrêmement difficile à gagner, bien sûr. Mais en fait, même si tu es un des meilleurs joueurs du tournoi, quand il y en a 2700, c'est aussi très très dur à gagner, tu vois, parce que même si tu es un des meilleurs joueurs, si tu es all-in 70-30, tu es content et il faut en gagner beaucoup, des 70-30, des coin flips et des 80 pour arriver en finale, tu vois. Jérém, Ouais. sur cette question justement des objectifs après l'avoir gagné? Moi, j'ai pas vraiment d'objectif, je vis au jour le jour. Mais moi, ce serait juste globalement de à la base, c'est de bien vivre du poker et de m'assurer, entre guillemets, un avenir plutôt dans la tranquillité. Et je vous avoue qu'après plus de victoires récemment, ça donne quand même envie enfin, j'ai pris un peu goût à la compétition. Mais j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, je pense, ça va être moi plutôt sur le main event des WSOP où j'ai envie de faire une table finale un jour, quoi. Pour finir sur ce sujet-là, le fait que justement le regard des autres, est-ce que c'est aussi, quand on devient champion du monde, est-ce que qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le regard des autres ou des médias, le changement qui vous a le plus marqué, Julien? Pour moi, ça a été un des gros facteurs de changement de carrière. Je venais du cash game live, absolument aucune reconnaissance. Que ma famille puisse dire aux voisins, mon petit-fils, mon fils est champion du monde, c'est quelque chose, quoi. Ça met de la valeur en fait au travail et aux nombreux sacrifices qui ont été faits pour en arriver là. On a évidemment eu énormément de chance, nous quatre, malgré qu'on ait joué plein de tournois WSOP pour en gagner un. Mais néanmoins, c'est une consécration et c'est vraiment... ça a littéralement, je pense, changé le regard de papa, maman, de la famille, des amis d'enfance, des professeurs qu'on a eus au lycée, etc. C'est qu'on est passé dans le médiatiquement reconnu, quoi. Et puis justement, Julien, si je peux me permettre de comparer aux autres,
t'étais de vous quatre, celui qui était le moins connu, entre guillemets, dans les médias même spécialisés et tout, parce que comme tu dis, tu jouais pas forcément en tournoi, live. Les gens, évidemment, du circuit te connaissaient de nom, mais c'est vrai qu'on te voyait moins dans les médias, alors que Ivan, Jérémy, il avait déjà gagné un Winamax, Ivan, il était déjà Team Pro, Elki, bah voilà, c'était Elki, quoi. Donc du coup, c'est vrai que toi, il y a eu un vrai changement Ah, total, quoi, d'un coup, quoi. changement total. Et en fait, 2 semaines avant, j'avais gagné un WPT, un 5K à Las Vegas, et personne n'en avait parlé, quoi. Donc, vraiment, ça montre bien la vraie différence qu'il y a entre gagner un bracelet et gagner un titre d'une autre marque. Yvan, Jérém, par rapport à vos proches ou aux médias, les changements? Moi, ça a été. J'en ai, j'en ai un peu honte de temps en temps, mais c'est vrai qu'on me voit un peu comme le Messi, quoi, alors qu'en fait, j'ai juste chaté un tour. Non, mais ouais, c'est compréhensible, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui, dans certaines disciplines, ont fait beaucoup, beaucoup plus et qui, eux, pour le coup, enfin, il y en a énormément dans le monde, dans plein de trucs différents, qui n'ont pas cette reconnaissance-là. Et c'est vrai que tu sois, si on reste dans le poker, il y a des gens qui démontent tout le monde sur Internet tous les jours en cash game et dont on n'entend pas parler. Ils sont peut-être pas plus mécontents que ça de pas être connus ou reconnus, mais c'est vrai qu'en tant que joueur de tournoi, on peut vite être mis sur le devant de la scène pour. Alors c'est beau ce qu'on fait, mais il y a, enfin, on a, enfin, si des gens veulent être connus grâce au poker de tournoi, on peut dire que c'est la bonne discipline pour espérer ça, quoi. Ivan, attends, je me rappelle, je devais te faire un dans le carré, ça faisait 4 ou 5 jours que tu avais gagné. Tu avais 10 personnes qui te demandaient des photos avant. Ben non, moi c'est ça en fait, je suis rentré et direct, j'étais obligé de partager ça avec toute ma famille, mes amis proches. Je suis très proche de ma famille et pour moi là, c'est ce qui donne un peu tout la saveur de la victoire, c'est de pouvoir partager ça après avec les gens proches quoi. Et toutes les personnes qui sont là depuis le début aussi quoi, qui m'ont suivi depuis le début et pour moi c'était ça, c'était complètement fou quoi. On a fait une grande soirée. Une grande fête, etc. Et même après retourner au casino et voilà, et pouvoir partager avec des gens avec qui jouer à ce casino-là peut-être 5 ans auparavant et qui ont vu l'évolution, qui m'ont suivi online, etc. Ben, ça procure des frissons en fait. C'est magique quoi. C'est ça qui rend la magie de la victoire aussi. Bon, et toi, Bertrand, cas un peu différent, puisque donc Triple Crown, donc achèvement de finale. Ouais, c'est sûr, bah, c'est un peu différent parce qu'en fait, j'étais déjà, comme j'étais déjà beaucoup dans les médias et très reconnu déjà à l'époque, ça n'a pas spécialement tant changé que ça, mais par rapport à ça, mais après, c'est vrai que, Est-ce que tu as euh, senti que c'est un peu fini de te mettre dans la légende, toi, entre guillemets? ouais, c'était quand même quelque chose qu'il fallait absolument que je fasse pour rentrer. C'était quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur et c'était quelque chose qui est quand même primordial de faire. C'était pas tant important faut le faire. Je veux dire, ce qui n'était pas tant important, c'était le camp, mais fallait vraiment le faire à un autre quand même. De toute façon, c'est sûr que je pouvais pas, comment dire, euh, je sais pas, au niveau de la crédibilité et autres. En fait, même si je gagnais tous les autres tournois au monde et que j'avais pas de bracelet WSOP, ça aurait pas été, ça l'aurait pas fait, tu vois. Après, il faut quand même de la réussite pour gagner, bien sûr. Et après, c'est vrai que la reconnaissance du grand public et des joueurs de poker, enfin, ça peut être complètement différent parce qu'en fait, bah, même si on peut très très bien jouer au poker, en fait, gagner un bracelet, ça veut pas dire ça veut juste dire qu'on a acheté ce jour-ci probablement, tu vois. Ça veut pas dire que c'est un peu paradoxal, mais en fait, c'est pas parce qu'on gagne un bracelet qu'on est un bon joueur de poker et c'est ça qui fait aussi la beauté des WSOP. Tu vois, c'est qu'il y a toujours que n'importe qui peut aller s'inscrire à un tournoi et gagner un bracelet aussi, tu vois. Donc en fait, même si là, en l'occurrence, on est tous des très bons joueurs de poker, j'espère. Ça veut pas dire que tous les joueurs qui gagnent un bracelet, ils sont forcément doivent être reconnus par leur niveau et par leur talent, mais c'est ce qui fait la beauté des WSOP aussi, tu vois, c'est que n'importe qui peut aller s'inscrire à un tournoi pour le 50 000, probablement pas, c'est quand même plus dur, tu vois, mais les tournois, le Colossus ou les tournois à low buy-in avec des files énormes, en fait, n'importe qui peut, ou le main event, bien sûr, n'importe qui peut s'inscrire et le gagner. Donc, il faut pas oublier ce qui fait la beauté des WSOP aussi. Et d'ailleurs, Greg, tu peux nous dire, c'est quand même
je pense, dans les WSOP, c'est la compétition euh, où il y a le plus d'amateurs comparé tu vois, aux EPT, aux WPT, tout ça. C'est quand même là où il y a le plus de récréatifs, quoi. Quand t'es Ouais, surtout un le joueur main event. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs de poker qui sont juste des amateurs, qui ne jouent que quelques tournois live dans l'année et ils se réservent pour les WSOP. Notamment le main event. On avait fait des petites études là-dessus et il y a des joueurs qui, c'est le seul tournoi de l'année qu'ils jouent, en fait. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, en fait, c'est que le poker, c'est un jeu d'argent et que dans 99% des tournois, on parle que d'argent et de la première place, même le main event. Et finalement, au WSOP, le titre prend quelque part, pas à long terme, on se souvient quand même de ce qu'on a gagné, mais on va dire que le titre est quasiment aussi important que l'argent. On va être aussi content d'avoir son bracelet. On va parler d'abord, j'ai gagné un bracelet plutôt que j'ai gagné 383 312 $. Donc ça, c'est important pour nous que le trophée soit plus important que l'argent, en fait. Ok, bah écoutez les amis, on a, je pense, bien fait ce premier débat. On passe au second sujet. Second sujet, les amis, le main event des WSOP. Le légendaire main event des WSOP. Oui, mais voilà, ça fait combien de temps, Greg, d'ailleurs, qu'il existe? Alors, 1970, mais en fait, au début, les premières années, si tu connais un peu l'histoire, c'était pas un main event. La première année, ils ont voté, en fait. Ils ont joué en cash game et à la fin, ils ont dit on vote qui est le champion du monde de poker. Ok. Donc, c'est particulier, mais il me semble que c'est 1972. D'accord, ok, en 1972, donc ça fait 50 ans, quasiment. C'est ça. Bah, il y a eu le Il y cinquantenaire. a le cinquantenaire. Ouais. Et toujours pas de joueurs français gagnants. Alors, la question elle est simple, les amis. Le main event est-il impossible à gagner pour un joueur de poker français? Bertrand, c'est toi qui ouvre le bal. Bah, je pense pas que ce soit possible, non, c'est sûr. En fait, il n'y a toujours pas de joueur français gagnant, mais je sais pas si tu as les statistiques, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de joueurs gagnants de main event, à mon avis, quand même, tu vois. Je sais même pas s'il y a il y a des joueurs anglais qui ont gagné main event, je crois pas, hein. Greg? Anglais. Tu m'as mis une colle, là. Je crois pas, hein. Ah, de Non. toute façon, en proportion, il y a énormément d'Américains, quoi, parce que forcément, c'est une Ah, question de proportion, quoi. Donc, Justement, alors est-ce que cette proportion rend ça impossible? Non, c'est jamais impossible. Ça rend ça... Bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de chances que ce soit un Américain qui gagne que ce soit un joueur français, statistiquement parlant, mais je pense pas que ce soit impossible du tout pour un joueur français de gagner le main event comme Antoine Saout et Benjamin Podolak qui l'ont prouvé récemment. Ils étaient vraiment à 2 doigts de la victoire chacun, donc c'est pas du tout impossible pour un joueur français, à mon avis. Ok. Julien? Alors moi je pense que vraiment que de tous les pays au prorata on est presque les favoris. Je pense là à Yvan, je pense à Jérém, je pense à Arnaud, je pense à Bertrand, je pense à Alex Réard, je pense à Sonny Franco, je pense à Saou, je pense à Polak, je pense à... Il y a aujourd'hui les joueurs français sur des files de main event sont exceptionnels. Je trouve qu'ils ont toutes les qualités requises pour du pro les tournois et c'est qu'une question de temps. Et pour moi je prendrais le bet contre n'importe quel Américain. Qu'au prorata, je pète sur les Français, quoi, 100%, et peu importe la somme d'argent. Donc, Ah bon, prorata, c'est sûr, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup plus il y a aussi beaucoup plus de touristes, d'amateurs américains, en fait. Les Américains, il y a beaucoup plus d'amateurs que d'amateurs français, quand même. Même Mais si si on c'est populaire prenait- en France, il n'y en a pas beaucoup, tu imagines. si tu me proposais un bet les pros américains contre les pros français, par exemple, au prorata, je le prendrais 100% et sans hésiter, quoi. Et même, je te parle du top 50, GPI, par exemple, les Greenwood, etc. Je pense que je prendrais toujours le bet sur les Français. Je pense qu'on a toutes les qualités requises pour deep run des structures et des fils du type main event. Et pour moi, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive. Ok. On va en reparler de ça après. Ivan, toi? Ouais, je partage un peu le même avis que Julien. Ouais. C'est vrai que moi je trouve qu'on a quand même été hyper performants sur les dernières années. Quand on voit, je sais plus, il y a 2 ou 3 ans, là, on était 3 joueurs français ou 4 joueurs français dans les 17 derniers. Enfin, c'est quand même fou. Et pour moi, ouais, on a vraiment les bonnes qualités requises pour deep run ces tournois, quoi. Quand on voit comme disait Julien, quoi, les top règles français, je suis assez confiant là-dessus. Après, voilà, des fois, c'est des petits détails, quoi. Entre gagner, faire deuxième, faire quatrième, on n'était pas si loin au final. Et ouais, faut être patient, quoi. Mais je suis assez confiant là-dessus pour l'avenir. Ok. Jérém? Moi, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on est une des nations favoris pour les tournois comme ça, bien longs, où ça joue sur plusieurs jours. Et par le passé, il y a déjà eu des prémices, je sais pas si ça se dit ce mot,
Mais, ouais, quand il y a Alex, Sylvain aussi, Solidité. Et il y a beaucoup de. Je pense qu'on est quand même, on va être quand même beaucoup de bons joueurs potentiellement qui peuvent aller au bout d'un tournoi comme ça. Les Français, on n'est peut-être pas ceux qui travaillent le plus d'un point de vue technique, mais je pense que sur la ligne de départ du main event, on a quand même pas mal de qualité pour arriver au bout. Alors, qu'est-ce qui explique? Parce que vous me parlez tous, vous me dites, les Français sont favoris, mais pourquoi? C'est quoi qui nous permet qui nous permet de penser qu'on va niquer les Américains, comme dirait Julien? L'arrogance. Non, moi je dirais qu'on a une forme d'empathie qui est unique aux Français. On arrive à ressentir un peu plus les choses à une table. On arrive à prendre des décisions qui sont un peu plus justes, à faire des gros falls par exemple ou des gros calls. On n'a pas peur du regard des autres. Voilà, je pense que toutes ces qualités-là font que sur des fils très hétérogènes de type main event où il va y avoir des joueurs professionnels qui sont très forts, des joueurs très récréatifs et notamment contre ces joueurs récréatifs-là. De par aussi notre expérience en casino, dans les casinos live où on voit toutes sortes de gens, en fait, on va réussir à tirer le maximum de value de ces joueurs-là. Et je pense que ça, c'est pas forcément bien fait de tous les professionnels. Et je trouve que les Français, nous, on fait plutôt bien. Et du coup, la value viendrait de là, à mon sens. En plus, on peut citer Alex Réard, qui je pense est le parfait exemple de tout ça. Il a plusieurs fois deep run. Bon, il avait fait, justement, quand il y avait eu les 4 Français, là, il était allé loin, jusqu'en demi, mais il avait re-deep run, il avait refait des 4 l'année d'après, il y a eu 3 années de suite où il a fait un parcours exceptionnel. Et parce que, comme tu dis, Julien, il a toutes ces qualités-là, justement. Il est non seulement il est fort techniquement, mais aussi il a une expérience de tous ces joueurs récréatifs, une façon de s'adapter à table, aussi bien contre contre les récréatifs. Et ça, Alex, il travaille avec plein d'autres réguliers français. Donc, toutes ces qualités-là, on les retrouve chez plein de règles aujourd'hui. Ok. Greg, alors, et toi, ton avis, toi qui vois tous les joueurs, français comme étrangers? Non, je suis assez d'accord avec Julien dans le sens où je pense que si on pouvait mettre un Français en table finale systématiquement, il est souvent favori. Ou en tout cas, dans toutes les tables finales où il y a eu des Français, ils ont toujours impressionné les commentateurs ou les autres joueurs par leur niveau, que ce soit Sylvain, que ce soit Antoine, Benjamin. Donc après la table finale du main event, il faut quand même aussi beaucoup de chance, comme toute table finale, je pense, mais celle-là encore plus. Mais ouais, c'est clairement. Je pense que ça arrivera un jour. Tu sais, il y a une autre statistique amusante, c'est que jamais une femme a fait une table finale du main event. Et oui, la plus proche, c'était Gaël. Exactement. Et c'est aussi quelque chose qui est beaucoup attendu. Et on disait, mais ça doit forcément arriver un jour. Et j'ai envie de dire, le français, c'est un peu la même chose. Mais l'effet volume, comme dit Bertrand, le nombre d'Américains qui jouent, ça va plutôt contre nous. Parce qu'on a systématiquement 5 ou 6 Américains en table finale, quoi. C'est mathématique, finalement. Et l'année d'Antoine et Benjamin, j'y ai vraiment cru parce que c'est 2 super joueurs qui ont de l'expérience, qui étaient bien meilleurs que tous les autres joueurs à table. Et malheureusement, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que, je sais pas si vous vous rappelez de cette table finale, mais il y a John F, qui est un amateur anglais qui comprend pas trop ce qui se passe, qui donne littéralement tous ses jetons à Scott Blumstein, qui est 2e ou 3e en jeton à ce moment-là, et qui se retrouve avec tous les jetons, avec les nuts contre 2 paires. Et en fait, ça tue la table finale et il se retrouve Antoine et Benjamin loin derrière à cause d'une erreur d'un autre joueur. Donc il faut des circonstances favorables. Mais je pense que ça va arriver. Et il y a souvent comme ça dans le passé, il y a souvent une composante comme ça, un joueur un peu soit fantasque, soit vraiment amateur qui n'avait pas peur du tout d'en mettre partout, qui du coup modifie un peu la perception aussi de tous les autres parce que tu arrives avec un plan, souvent de dire bon, on va tous essayer de jouer parfaitement, de faire ci, de faire ça, de s'adapter face au profil. Et puis souvent, en fait, tu as toujours les plans qui sont un peu bouleversés parce que tu as un mec qui va pas faire ce qu'on attendait de lui, quoi. Alors, 3e débat. Là, peut-être que les gens seront moins d'accord. Les trophées définissent-ils la réussite de la carrière d'un joueur de poker? À cette question, on demande par celui qui en a le plus de trophées. Bertrand! C'est compliqué. Là, il y a plus de débat. En fait, Allez! Déjà, c'est un débat sur la réussite de la carrière. Et qu'est-ce que tu attends de ta carrière? Tu vois, c'est clair qu'un joueur de cash game... principalement, il y a beaucoup de joueurs de cash game qui ont absolument aucun intérêt pour les trophées ou la reconnaissance publique et
que ça les intéresse pas du tout. Donc tu peux pas définir leur carrière par quelque chose qui ne les intéresse pas et quelque chose qu'ils ne recherchent pas, tu vois. C'est compliqué. Et même après, même pour un joueur de tournoi, c'est vrai que il y a tellement de variances dans le poker, c'est difficile de. Ça va être toujours. On veut toujours se fixer des objectifs, mais se fixer des objectifs sur un nombre de trophées à gagner, c'est pas vraiment simple parce qu'en fait, ça peut, même si tu joues ton meilleur poker, et ça peut mettre des années à accomplir cet objectif, tu vois. Donc c'est assez complexe comme sujet et je pense que ça dépend vraiment du joueur et de la perception qu'il veut porter à sa carrière, mais ultimement, je pense que c'est pas très sain si la carrière d'un joueur elle est définie juste par les trophées, même si malheureusement, avec l'environnement médiatique dans lequel on est actuel, c'est clair que en fait, on parle des joueurs que quand ils gagnent des tournois. Tu vois, j'ai pas gagné de tournoi pendant des années et personne parlait de moi. Et après, j'ai gagné un bracelet WSOP. En fait, j'ai joué pareil pendant. J'aurais pu progresser plus, tu vois, mais c'est pas parce que je gagne un bracelet WSOP que je suis revenu sur le devant de la scène. Ça veut rien dire en fait. Ça veut presque rien dire les performances dans le comment dire, dans le grand, comment tu dis ça en français, le grand scheme of things, tu vois, une performance c'est là, ça veut rien dire dans la grande histoire, une sur le long performance. terme. Voilà, sur la grandeur, sur la longueur, une performance par-ci par-là, ça veut pas dire grand-chose, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Ok, Jérém. J'ai pas trop compris en fait. Est-ce que plus un joueur a de trophées, plus sa carrière a été réussie? Ouais. Est-ce que pour toi... Bah oui et non. Enfin, une carrière peut très très bien être réussie sans aucun trophée. D'ailleurs. Ah bah alors attends. Tu dis ça, mais est-ce que si t'avais pas eu de trophée, est-ce que le jour où t'arrêtes le poker, si t'avais pas eu de trophée, tu dirais que ta carrière est quand même réussie? Ah ouais, bah bien sûr que oui. Ah, moi je kiffe ma vie, moi c'est tranquille. La seule chose que j'ai à faire c'est jouer devant mon ordinateur. Bah moi j'ai réussi ma carrière de toute façon depuis un petit moment quoi. Après c'est que du plus quoi. Enfin c'est sûr que c'est des émotions que jamais j'aurais imaginé pouvoir vivre, etc. Mais sinon à partir du moment où on réussit dans le poker, moi je trouve que c'est beau déjà quoi. Ok. Julien? Alors, est-ce que ça définit un joueur? Non, parce qu'en fait, gagner un trophée, ça revient aux différentes réponses dans le passé, mais c'est tellement dépendant de la variance que ça ne définit pas un joueur. Il y a des joueurs, effectivement, qui vont finir second toute leur vie, et c'est comme ça, ou même il y a des joueurs de cash game qui sont des vrais brutes, on n'entendra jamais parler, et qui sont bien meilleurs que nous quatre réunis. En tout cas, je le pense. En revanche, d'un joueur qui a gagné des bracelets, ça va quand même être un bon joueur de poker, ça va être un joueur, enfin je veux dire des bracelets ou d'autres trophées, ça va être un joueur qui aura fait preuve d'abnégation dans l'échec, ça va être un joueur qui va encore essayer encore et encore, qui va travailler son jeu, se remettre en question, etc. Donc non, parce que c'est tellement assujetti à la variance que surtout en live, on joue tellement peu de tournois que c'est beaucoup de chance finalement les trophées, mais oui parce que pas n'importe qui peut gagner des trophées, voilà. Donc, est-ce qu'un joueur est défini par son nombre de trophées? Parce que là, t'as essayé de nous embrouiller, Juju, on le voit l'embrouille là. Bah non, mais oui, voilà. Ah non mais les gars, non mais on dirait tous des Batmax, vous me faites tous la Suisse là. Ivan. Compliqué ta question. Moi, je pense que ça dépend un peu de ce que chacun a comme définition du mot réussite. Et on peut tous avoir une perception différente par rapport à ça. Et par exemple, si on voit quelqu'un qui gagne tous les tournois, mais qui arrive et qui inspire pas forcément les gens, quoi, qui arrive, qui prend l'argent, qui se barre, qui inspire pas forcément, pour moi, c'est pas vraiment de la réussite. C'est plus le côté kiffant et inspirant, c'est plus comment les gens peuvent s'identifier à nous, en fait. Et ok, donc pour toi, l'important, ce serait pas les trophées à la fin de ta carrière, c'est comment t'as inspiré les gens autour. Ouais, par exemple, pour moi, là, l'exemple qui me vient en tête, c'est Manu B. Il n'avait pas forcément gagné de tournoi, etc. Mais moi, il m'a vachement inspiré dans sa manière d'expliquer, dans sa vision du jeu, dans son côté pédagogique, etc. Et pour moi, il a réussi, même s'il n'a pas eu de trophée, par exemple, tu vois. Et excuse-moi, je rebondis sur ce que tu dis, Yvan, mais je ne sais pas si tu te souviens de Daniel Coleman. Tu vois, lui, il a fait le cas contraire, c'est qu'il s'est pointé, il a chippé à l'Europe et il s'est cassé. Mais il a quand même. Est-ce que tu peux dire qu'il n'a pas réussi sa carrière, par exemple?
Bah, ça dépend pour qui en fait. Enfin, on a tous une vision différente par rapport à ça. Mais pour moi, un peu enfin, c'est un peu global, mais l'objectif d'un être humain dans le monde, c'est d'être utile aux autres aussi et de pouvoir aider le monde, quoi. Enfin, d'avoir une utilité, un sens. Faut que tout ça ait un sens, tu vois. Je suis d'accord, mais ça définit pas forcément le joueur de poker, l'être humain que tu es. Tu vois, tu peux être. Ça peut être quelque chose de complètement différent. Oui, tu peux être un méga gros connard et un super joueur de poker. Eh ben, Genre Elki, ouais, regarde. non, mais c'est marrant parce qu'il y a Ça cet sera cool. exemple. Il y a cet exemple-là dans les échecs où il y a je sais plus, Magnus Maxen. Carlsen. Ouais, ça, Magnus Carlsen, qui a fait genre match nul contre le champion du monde à 13 ans. Mais c'est le genre de mec qui était un peu exclu socialement, quoi, un peu différent et où on s'identifie pas forcément à lui facilement. Mais en ayant remporté tous ses titres de champion du monde par la suite, en étant extrêmement jeune, il a inspiré énormément de gens dans le monde entier, en fait. Donc ça voudrait dire que ouais, juste le fait de gagner des tournois, par exemple, peut être une réussite. C'est un peu l'effet inverse, quoi. Mais il y a zéro variance aux échecs, donc le meilleur joueur gagnera à la Ouais. fin. Ouais, c'est juste un exemple à part où on s'identifie pas forcément à la personne parce que c'est tellement surhumain comment il réfléchit et que personne n'a cette manière de faire que c'est ça qui est impressionnant, en fait. Ouais, les échecs, c'est beaucoup plus dur de s'identifier déjà qu'au poker, je pense, non? Parce que parce que c'est quand même infiniment plus. En fait, c'est presque solvé, mais c'est Ouais. tellement dur. En fait, tu vois, enfin, personne au poker, même si c'est un jeu très complexe et qu'il faut beaucoup de qualité technique, il y a aussi une part d'abstrait, une part de lecture et psychologie. En fait, et surtout le fait que les joueurs, ils peuvent se dire qu'ils peuvent. En fait, tout le monde, c'est possible pour beaucoup de joueurs d'être un très bon joueur de poker et d'être un joueur gagnant, alors qu'aux échecs, en fait, il y a, je sais pas, il y a 5 joueurs qui gagnent Ouais. dans le monde. Tu vois, si tu fais des tournois d'échecs, personne, enfin, c'est très dur, j'imagine, Carrément. tu vas pas te dire, ah, je vais venir faire professionnel d'échecs parce que c'est même pas vraiment une carrière, en fait, à part pour Ouais, carrément. une poignée de Ce joueurs que- dans le monde, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que ça soit dans n'importe quel domaine, en fait, le côté inspirant et là où les gens peuvent s'identifier, c'est quand même de voir un peu des gens ordinaires réaliser des choses extraordinaires. Et tout l'intérêt et tout ce qui est kiffant pour les gens, c'est de voir quel mindset il a utilisé, comment il en est arrivé là, quoi. Et moi, ce qui m'inspire à fond dans chaque réussite, c'est un peu de voir comment ces personnes ont réagi, surtout dans l'échec et dans la défaite, tu vois. Comment ils ont réussi à franchir ces obstacles, etc. Ok. Et donc ça peut être inspirant dans une victoire ou même dans quelqu'un qui va faire 10 fois demi d'un tournoi et qui va revenir sur le 11e encore plus déterminé et motivé. Et c'est là où quand il va gagner, quand il y aura la victoire ensuite, là ça prendra tout son sens, tu vois. Mais donc toi, tu jugeras ta carrière comment à la fin? Enfin, la réussite de ta carrière comment par rapport à ça alors? Par rapport à ce que t'as inspiré les autres? Ouais, c'est ça. En plus, par rapport à moi-même, en fait, est-ce que j'ai été honnête avec moi-même toute ma carrière? Est-ce que j'ai fait de mon mieux pour exploiter à fond mon potentiel enfin, pour moi, ma réussite, ce sera enfin, je serais fier de ça personnellement par rapport à ça, tu vois. Ok. Pas trop par rapport à ce qui se dit ou ce qu'il y a dans les médias ou etc. Au final, ça, c'est une perception de ce qui s'est passé, quoi. Enfin, Ok. Bertrand, toi, alors toi justement, avec quoi tu jugeras ta carrière? Ah, c'est trop compliqué là. Je sais pas. Bah, en fait, mais c'est vrai que Yvan il a raison. Je pense qu'en fait, chacun jugera En fait, la question, c'est est-ce que les trophées définissent la réussite de la carrière d'un joueur de poker? En fait, chaque joueur de poker, il va avoir une opinion différente de ce qui est une réussite. Tu vois, ça peut être gagner des tonnes en cash game ou juste gagner des tonnes et peu importe les trophées. Et il y en a qui vont chercher la reconnaissance médiatique ou autre. Donc, c'est tellement vaste comme. Mais toi, justement, vu que tu as eu un peu tout ça, si tu prends un peu de recul un peu sur tout ce que tu as connu, c'est quoi qui te semble... Toi qui as connu un peu tout ça, c'est quoi qui te semble le critère le plus important pour toi le jour où tu arrêtes de te dire bah, je suis content de ce que j'ai fait? Surtout que toi, tu as déjà eu une carrière dans un autre univers avant, tu vois? Ah ouais, bah en fait, je pense que ce qui était important, c'était d'être au plus haut niveau pendant un long moment. Je pense que La longévité? la longévité, c'est quelque chose de très important. Surtout au poker, c'est beaucoup plus difficile c'est assez difficile parce qu'on le voit, il y a beaucoup de joueurs qui gagnent des tournois et qui disparaissent. Après, ça peut être par manque d'intérêt pour le jeu ou autre, mais c'est vrai, je pense que la longévité et la capacité de gagner des tournois sur une longue période de temps, c'est
personnellement, c'est assez important. Mais c'est sûr qu'aussi, le fait d'avoir été au top pendant plusieurs années et d'avoir gagné beaucoup de trophées pendant une époque, c'est un bon point. Mais je pense que les trophées, à la base, même si j'en ai beaucoup, et c'est paradoxal, tu vois, c'est malsain de définir une carrière et sa réussite juste sur des trophées, en fait. Il faut être honnête, en fait, parce que si j'avais pas gagné autant de trophées, il ne faudrait pas être misérable non plus, tu vois. Donc, c'est quand même. Le fait d'avoir été au top niveau pendant des années, c'est plus important que le nombre de trophées à la fin, je pense. Ok. Et toi, Juju, alors, comment tu définiras ta carrière, toi? Avec quoi? Quels critères? Donc, en fait, je te rejoins ce que tu as dit, Ivan, à propos de quel a été finalement l'impact du poker dans sa propre vie et comment est-ce qu'on jugera notre réussite personnelle. Et il y a également qu'est-ce qu'on laissera dans le poker, tu vois. Et donc, ce qu'on laissera dans le poker, ça va être, effectivement, soit on est médiatique et donc, du coup, ça va plutôt être des trophées, ou alors, on est vraiment dans la performance et là, ça va être de la longévité, les stakes qu'on joue, etc. Rester au top longtemps, par exemple. Donc, je pense que, voilà, la réponse, on y a tous un peu répondu. Comment est-ce que je jugerais ma carrière je dirais que j'ai eu énormément de chance sur ce gros one-time en tournoi pendant le PSPC. J'ai eu la chance de gagner un bracelet, j'ai eu plusieurs titres, notamment aux États-Unis, et c'est des rêves en fait, c'est des choses qui sont restées là. Mais de ce que je suis le plus fier finalement, c'est d'être resté en high stakes, en cash game pendant plusieurs années, en ça, c'est vraiment ma plus grosse fierté en dehors des tournois, quoi. Donc je rejoins aussi également ce que disait Bertrand un peu plus tôt. Greg, des champions, toi t'en as vu défiler, des inconnus devenus très connus ensuite, t'en as vu défiler. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui vient d'être dit et comment tu as l'impression que les joueurs voient leur carrière et la jugent? Moi, je pense qu'on définit la réussite par ce qu'ils appellent aux États-Unis legacy, c'est l'héritage, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas laisser après, à la fin de ta carrière. Et qu'il y a plein de façons en fait de laisser une trace dans l'histoire du poker. Ça peut être par ses performances, par sa personnalité, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément gagné, mais qui sont devenus hyper célèbres et hyper charismatiques. Tu penses à David Fish? Par exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a qui ont juste brillé par leur performance, mais qui avaient un peu moins de personnalité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de caractères différents, et au final, ce qu'on retient. Et c'est aussi ce qui se passe souvent avec nous, par exemple avec la table finale du main event, c'est-à-dire que chaque année il y a un ou deux. Par exemple, je mets au défi quiconque de me citer les finalistes de ces 5 ou 6 dernières années, c'est hyper compliqué. Tous. Parce que finalement on va se souvenir que de un ou deux personnages entre guillemets. Et pas forcément le gagnant. Et pas forcément le gagnant, mais celui qui nous aura marqué parce qu'il nous touche, parce que son histoire nous touche, parce qu'on a trouvé qu'il a mieux joué ou parce que voilà il était particulier, donc je pense que c'est plus la trace que tu vas laisser après et plus que juste se concentrer sur le gain d'argent, la performance ou ce genre de choses. Et ben voilà, ça c'était passionnant. On passe. Juste non, Flo, vas-y. C'était quand je vous entends dire tout ça, pour moi ça me fait penser pas mal à une question qui revient souvent, notamment dans les médias, quand on pose ce genre de dilemme un petit peu absurde, mais il y a souvent plusieurs réponses différentes. Par exemple, est-ce que tu préfères, dans un cadre idyllique, faire plusieurs tables finales de PT et gagner beaucoup d'argent, ou gagner une seule fois un EPT, ou gagner une seule fois un main event? Et à ça, les gens ont des réponses souvent différentes. C'est-à-dire qu'il y a ceux pour qui le trophée, quand tu es un joueur de tournoi, je parle, est vraiment le plus important et qui diront je préfère gagner une fois le main event que faire plusieurs fois TF, peu importe l'argent. Et il y en a d'autres, peu importe l'argent, peut-être pas à 10 millions d'écart, mais bon, à faible écart. Et il y en a d'autres qui te diront non, moi je préfère la régularité, je préfère faire 10 finales et ne jamais gagner, mais si ça me fait gagner plus d'argent, si, comme je dis, je suis au haut niveau plus longtemps, etc. Tu penses à Antoine Saout, là, non? Non, pas forcément. Non, en plus, non, mais pas du tout. Mais je sais que sur ça, c'est souvent une question qu'on pose pas mal dans les interviews et tout. Et les gens ont toujours des réponses très différentes. Les joueurs de tournoi, il y a vraiment deux groupes, quoi. Il y a ceux qui sont, et c'est pour ça que quand Jérém dit, pour lui, sa carrière, même s'il avait rien gagné, entre guillemets, comme il a gagné beaucoup d'argent et qu'il est à un très bon niveau dans le poker français et tout, pour lui, c'est ça qui fait la carrière. Et puis, il y en a d'autres
qui vont dire ben ouais, certes, j'ai tout ça, mais en fait, moi, tant que j'ai pas gagné un tournoi live ou gagné les plus gros tournois online, ben il y a un truc d'inachevé, quoi. Donc ça dépend vraiment de la perception. Il y a souvent deux groupes, j'ai remarqué dans les joueurs de MTT par rapport à ça. Dernier sujet, les amis. Le Covid a-t-il fait évoluer votre perception du métier de joueur de poker? Et je vous la pose à vous, d'autant plus que vous êtes, pour la plupart aujourd'hui, connus, reconnus et motivés par le poker de tournoi, souvent de tournoi live. Alors, cette période du Covid qui a annulé beaucoup de choses et qui a fait rester chacun d'entre vous, et nous y compris d'ailleurs, dans nos chaumières, est-ce que ça a fait évoluer votre regard sur votre métier de joueur de poker? Juju, c'est toi qui démarre. Pour ma part, énormément, et c'est lié à... alors, lorsque le Covid est arrivé et qu'il y a eu le lockdown, j'ai eu la chance d'être invité à la plus grosse partie de cash game que j'ai joué de ma vie, donc c'était vraiment des sommes énormes, je jouais 10 heures par jour, c'était de très bons joueurs, je faisais des énormes swings, et à un moment donné, cette table a cassé, et en fait, je me suis retrouvé dans une situation où il y avait plus d'offres en fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui s'offrait à moi, et donc du coup, je me retrouvais un petit peu comme un con, puisque ce que j'avais fait ces 3-4 dernières années absolument tous les jours, bah, je pouvais plus le faire. Et j'ai regardé un petit peu derrière, j'ai regardé ce qui s'était passé justement pendant ces 3-4 dernières années, donc c'est vrai que c'est passé pas mal de choses d'un point de vue poker, mais personnellement dans ma vie, j'avais pas forcément évolué, je m'étais pas forcément intéressé à ce que je voulais réellement m'intéresser, voilà, je passais beaucoup trop de temps dans le poker, et donc pour ma part, le Covid a fait que j'ai pu un petit peu lever la tête du guidon, et un petit peu me recentrer, me refixer d'autres objectifs. Donc, on a cette chance, nous, en tant que joueur de poker, de pas être réellement impacté par le Covid, puisque l'activité online, etc., continue. Mais, pour ma part, voilà, ça m'a vraiment remis en question ma carrière, mes objectifs, le monde du high stakes et ce que sera ma carrière demain. Ok. Jérémy? Ouais, j'ai pris pas mal de temps pour faire plein d'autres choses, m'intéresser à d'autres choses, et ça nous a donné quand même beaucoup de temps, je pense, à nous tous. Et il y a eu aussi beaucoup d'événements qui se sont passés online. Donc moi, j'ai quand même pas mal joué au final sur Internet. Du coup, est-ce que ma perception a changé? Non. Mais c'est vrai que ça me manque un peu de toucher des jetons et de faire des déplacements un peu aux quatre coins du monde pour du coup rejouer au poker en vrai, quoi, comme on le connaît. Bertrand, toi, est-ce que ta vision du poker a évolué avec le confinement? Bah, ma vision du poker, pas spécialement, mais le métier de joueur de poker a forcément évolué parce qu'il n'y avait plus du tout accès au tournoi live. Donc, soit on devait faire une pause, soit on devait se focus sur le online. Donc, c'est sûr euh, qu'il fallait faire un choix. Et c'est sûr que le métier de joueur de poker a évolué. Après, il faut voir si c'est. Mais je pense que tous les métiers pratiquement ont évolué avec le Covid, en fait. Plus de 90%, on va dire. Donc, en fait, en tant que joueur de poker, on a quand même la chance de pouvoir continuer notre métier sans trop de déconfort, à part le fait que tous les tournois soient en ligne par rapport au lieu de live. C'est sûr qu'on aurait tous aimé aller à Las Vegas pour les WSOP cette année. Mais à part ça, en fait, c'est difficile de savoir la visibilité. Et est-ce que c'est juste une modification temporaire du métier de joueur de poker, ou est-ce que dès 2021, en fait, c'est retour à la normale, et ça, c'est trop tôt pour le dire, je pense. Mais est-ce que le fait que, par exemple, d'être toi qui voyageais énormément depuis des années, plus souvent d'être chez toi, là, même de manière forcée, est-ce que ça n'a pas changé ta vision sur te dire, je vais peut-être arrêter plus vite, ou au contraire, je vais peut-être arrêter jamais, en fait, parce que, mon Dieu, j'ai pas envie de rester chez moi, tu vois, je suis plutôt quelqu'un qui voyage. Est-ce que ça t'a fait évoluer un peu sur ça? En fait, j'avais envie de rester un peu plus chez moi, tu vois, et tout d'un coup, je peux plus voyager du tout, donc c'est assez bizarre, mais c'est vrai que j'allais voyager un petit peu moins qu'avant, mais j'allais quand même bien sûr me rendre sur tous les trucs de. C'était un peu le projet en signant avec GG Poker aussi, tu vois, donc juste participer aux gros événements majeurs à travers le monde, mais là, tout d'un coup, c'est vrai que pas voyager du tout, ça fait un peu bizarre, mais bon, j'ai quand même la chance d'habiter à Prague, c'est une ville magnifique, donc ça me dérange pas vraiment de ne pas voyager, mais c'est vrai qu'il faut s'adapter, et je pense particulièrement à certains joueurs, en fait, des joueurs qui jouaient uniquement en live, ça va être une adaptation tellement difficile.
il n'y en a pas parmi nous, en fait, mais si tu aurais pu en inviter un, ça devait être une adaptation beaucoup, beaucoup plus difficile, tu vois, parce qu'on a quand même eu tous de l'expérience de jouer en ligne. On jouait tous en ligne régulièrement pendant des années. Donc, c'est pas vraiment un très gros changement pour nous, tu vois. C'est juste, on fait une croix sur le poker live pendant un moment et on se concentre sur le en ligne jusqu'à ce que ça revienne. Mais s'il y a des joueurs qui jouent principalement en live, j'imagine que ça va être vraiment un très, très gros changement pour eux. Ivan? Ouais, mais j'ai eu ça un peu moi aussi où du fait de voyager beaucoup avant, en fait, maintenant on se rend compte de la chance qu'on avait et on voyait un peu le temps passer parce que tu savais que tu allais rester 2 semaines ici, 2 semaines ici et même par moment t'étais presque jamais chez toi, que tu avais envie de te poser un peu pour que ce soit pour travailler ton jeu ou voir la famille, etc. Et du coup, bah, avec le Covid, ouais, moi ça m'a permis d'être beaucoup plus proche de ma famille. Mais l'année, je l'ai pas vu passer en fait. J'ai l'impression que je suis toujours en février quoi. Ouais, Ou ça je du suis d'accord novembre, avec toi. C'est fou. C'est fou. Après, d'un point de vue, je pense un peu aux jeunes joueurs qui découvrent le jeu ou qui veulent se lancer dans l'aventure. Je pense que ça change pas tant pour eux du fait qu'aujourd'hui tout est disponible sur Internet quoi. Que ce soit, tu peux te former tout seul stratégiquement, mentalement sur Internet et il y a du volume online donc par rapport à ça, il n'y a pas trop de soucis. Ok. Et ouais. Et Greg, pour l'industriel que t'es? Non, bah, je dirais surtout la grosse évolution, c'est ce boom du online, hein. Que ce soit en France, dans le reste du monde, l'essor de GG Poker aussi qui est arrivé un peu de nulle part. Je veux dire, c'est l'année 2020 est marquée par le online. Il n'y a jamais eu autant de tournois, de prize pool, voilà, c'est d'offres, c'est assez incroyable. Alors je suis curieux de voir comment ça va évoluer dans le futur avec le live qui va revenir, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment marquant, c'est chaque semaine, il y a des tournois à plusieurs millions de dollars sur n'importe quel site, et c'était pas le cas il y a encore quelques mois. Et on disait tous au début du confinement, les joueurs vont être épuisés, après l'été, il y aura plus de tournois, il y aura plus rien online, et puis en fait, ça redémarre. Donc je pense qu'il n'y a jamais autant de gens qui ont joué au poker dans le monde, tout simplement. Juste Greg, dans ce que tu disais, par rapport aussi à l'avenir de qu'est-ce que ça va donner une fois que le live va reprendre, moi je pense que déjà, bon, il y a quand même eu un petit essoufflement, le online en mars, avril, mai, c'est pas non plus la même chose qu'en ce moment. Il y a quand même eu, ce qui est logique, les gens ne travaillaient pas du tout, enfin pour plein de raisons dont on a déjà parlé dans les autres émissions, mais c'est pas exactement le même pic, même si ça reste haut. Mais surtout historiquement. Ça dépend des sites, hein. Enfin, je dis ça, mais il y a des Ouais. sites. Ouais, Il y a des sites comme. Bertrand, voilà. Ouais, alors je Voilà. parle de .fr. Tu penses à qui, Bertrand, comme ça, là, au hasard? Non, je reste comme ça. ouais, je reste sur par exemple, tu vois. sur le point .fr, en tout cas, c'était le cas. Mais historiquement, le online a toujours été un tremplin vers le live. C'est-à-dire que là, tous les événements qui se passent online, les gens qui vont découvrir aujourd'hui le online, ils vont peut-être, quand le live reprendront, ils vont faire des satellites pour jouer des tournois live, etc. Et ça peut être qu'une bonne chose pour le live aussi, quand ça reprendra. C'est-à-dire qu'il y aura forcément les gens qui seront mis à jouer online, vont se dire, tiens, ça existe aussi en live, on va faire des lives. Donc, je pense que historiquement, déjà, c'est forcément qu'une bonne chose, même pour la reprise du live. Maintenant, pour répondre à ta question, Loïc, c'est vraiment beaucoup trop tôt, je pense, pour parler de la suite, parce qu'il y a encore quelques mois, on pensait qu'à partir de septembre, octobre, on pourrait reprendre un peu nos habitudes live, que les grands tournois pourraient... Ouais. Peut-être pas toi, mais tu vois ce que je veux dire. Les WSOP, le premier communiqué, c'était reporté à l'automne. Voilà, mais ça, on sait que Greg, c'est un éternel optimiste. Non, mais il y avait un espoir que ça reprenne quand même plus vite, plus tôt, quoi. Voilà. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas et on n'est personne ici pour savoir si ça pourrait être le cas en janvier, en février, ou etc. Donc, c'est quand même tôt encore pour le dire, mais en tout cas, les marques, que ce soit les franchises, les organisateurs de tournois, les rooms, tout le monde a fait en sorte que l'activité ne soit pas à l'arrêt quand même et qu'il y ait un déplacement, quoi. Greg, toi, par rapport aux indicateurs que tu peux avoir? Je suis plus confiant sur les tournois locaux, c'est-à-dire que j'imagine qu'en 2021, il y aura des tournois en live en France. Alors, dans quelles conditions, le plexiglas, les tests, les vaccins, je suis incapable de dire, mais je suis assez confiant. Là où c'est plus inquiétant, c'est les tournois internationaux, puisqu'en fait, chaque pays, chaque région du monde n'en est pas au même niveau.
et c'est très compliqué d'imaginer l'évolution. Voilà, de te dire que des gens vont venir du quatre coins du monde au même endroit pour jouer à un tournoi de poker, dire ça aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Par contre, dire qu'il y aura un tournoi en France en 2021, quoi, ou même aux États-Unis, il y en a déjà. Hein. C'est ce que je disais, au Venetian, il y a des tournois le week-end, il y a du monde, hein, que des Américains, alors avec du plexiglas, avec des masques, etc. Mais il y a quand même des tournois et ça fonctionne. Donc, je suis pas inquiet pour les petits événements, mais c'est vrai que les gros événements, va falloir attendre un petit peu. Nous, on reste optimistes pour l'été prochain, évidemment, mais franchement, qui peut dire où on sera à l'été 2021? Ok. Julien, Bertrand, pour la suite, vous, la sensation? Bah, je pense que, ouais, en fait, j'ai un peu l'expérience aussi parce que quand Kings, ils ont réouvert cet été et quand ça se passait bien, il y avait des tournois, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, je pense que c'est impossible de dire quand est-ce que ça va réouvrir, mais je pense que, mis à part les restrictions de voyage, en fait, quand il y aura des tournois à nouveau, c'est sûr que ça va cartonner parce qu'il y a tellement de joueurs à qui ça manque et qui attendent que ça. Et il y en a beaucoup qui ont fait la transition online, mais c'est quand même pas exactement la même chose. Et il y en a aussi une partie qui joue pas du tout en ligne. Et donc, du coup, je pense que dès que ça va réouvrir et qu'on pourra avoir des tournois avec des conditions de voyage relativement souples, ça va vraiment bien marcher. Ok, Juju. Je pense qu'à partir du moment où on dira aux joueurs vous êtes safe, vous pouvez venir jouer, ça repartira comme avant. Franchement, là, en plus, les joueurs de péter tous poker, les ils ont pas records. besoin d'être safe. Ils ont pas forcément, même si tu leur dis qu'ils sont pas forcément safe, vous pouvez venir jouer. Il y en a plein qui vont venir jouer quand même, à mon avis. C'est vrai, mais ça peut refroidir une partie de la clientèle, évidemment. C'est Mais vrai qu'au Kings, ça avait pas l'air de refroidir grand monde, pour le coup. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. C'est vrai que tout le monde manque, enfin voilà, ça manque le toucher des cartes, des jetons, tout le monde rêve de refaire des tournois de poker. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une partie de la clientèle qui va être refroidie au vu de, bah voilà, il y a toujours ce Covid, on ne sait pas vraiment enfin voilà, les conditions de jeu, etc. Mais à partir du moment, à mon sens, à partir du moment où on assurera les qualités enfin d'hygiène, voilà, qu'on respectera toutes les mesures possibles et qu'on dira il y a 0% de chance ou presque 0% de chance que tu sois infecté en jouant à un tournoi de poker live, je pense que ça repartira juste avant, comme juste avant le confinement où en fait on pètera tous les records, quoi. Puisque c'était le cas juste avant. Greg pourra nous en parler, mais que ce soit sur les EPT, sur les WPT ou sur les WSOP, on a atteint des chiffres qu'on n'avait jamais atteints dans le passé. Et c'était très très bon pour l'industrie du poker. Et honnêtement, je vois pas pourquoi ça dépend des marques marques aussi. C'est vrai que ça dépend des marques, mais je suis assez d'accord avec toi. On avait l'impression que le poker, là, depuis 1 an, 2 ans, ça repartait en plein boom. Greg, on en avait parlé, toi et moi. Le poker live était quand même. Chaque event battait le record de l'année d'avant. Hein. Même d'ailleurs nationalement. Dans tous les domaines, un peu. Même à Pau. Exactement, les petits tournois en France et à tous les niveaux. Ok, Jérém, Ivan, vous, votre sensation? Bah, tout a été dit. Je pense que les prochains tournois de poker, ça va exploser. Ça va être très compliqué d'accueillir autant de monde par destination. Et sinon, après, ce sera une question d'actualité, de comment ça va se passer pour tout ce qui est hygiène ou dangerosité du virus, etc. Après, j'en sais pas plus. Ivan? Ouais, on est tellement in the dark que pareil, j'ai pas trop de choses intéressantes à rajouter, quoi. Okay. Ou à part être patient, et de toute façon, on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, moi, juste être patient, quoi, et voir. Mais je me fais pas trop de soucis quand ça reprendra. Greg, pour finir, comment vous travaillez justement, vous, les WSOP alors pour la suite, évidemment, comme dit Ivan, on est un peu in the dark. Comme disait Bertrand au départ, vous aviez annoncé l'espoir de faire les WSOP à l'automne. Finalement, vous avez trouvé, entre guillemets, un peu refuge, je dirais, chez GG Poker. Ça s'est vachement bien passé. Tu as même un world record à la Guinness Book à la clé. Pour le tournoi, pour le tournoi le plus avec le plus de plus gros prize pool. Plus gros prize pool, 27 millions. Ouais. C'est ça. 27 559 500. Va pas. Combien tu dis? 27 559 500 $. Je comprends pourquoi ils t'ont pris, GG Poker, toi. T'es vraiment le meilleur ambassadeur du monde, mon Bertrand. Et mais justement, comment bon là, on arrive, même s'il y a ce que tu viens d'annoncer là,
Évidemment, je suppose que vous êtes quand même tourné tout de suite vers 2021 et évidemment des World Series beaucoup plus grosses. Comment vous travaillez là-dessus? Et moi, en fait, je vais retourner plutôt vers les joueurs et leur poser une question, c'est quelles sont les conditions qui feraient que les joueurs seraient prêts à venir à Vegas, en fait? C'est plutôt ça la vraie question. Et je pense que chacun a son propre avis. C'est sûr que les vaccins, ça aiderait beaucoup. Il y a aussi les questions de tester sur place. Là, on met en place un protocole, je pense, pour décembre, on va voir, mais de tester, tu imagines un test rapide, tu peux tester chaque personne qui rentre dans le casino, par exemple. Ouais, les tests en 20 minutes. Ou qui participe au tournoi, que tout le monde soit testé tous les jours avant de participer au tournoi. J'en sais rien, tu vois. Je pense que chacun a un avis différent, donc on réfléchit sur le spectre d'options possibles. Mais je suis curieux d'entendre les joueurs. Quelles sont les conditions qui leur feraient dire je suis prêt à venir passer un mois à Vegas l'été prochain? C'est plutôt aux joueurs qu'il faut la poser la question plutôt qu'à nous, en fait. Et Greg, il y a aussi la question des restrictions de déplacement, en fait. Parce qu'on voit qu'il y a déjà des pays qui ont fermé leurs frontières pour bien plus longtemps, notamment des territoires français d'outre-mer, je pense à la Nouvelle-Calédonie, puisque je devais y aller cette année, qui ont déjà annoncé que leurs frontières extérieures, c'était fermé jusqu'à juin 2021, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi mais ça, c'est parce qu'ils ont appris que t'arrivais. Il va falloir aussi jongler avec, les États-Unis ils n'ont toujours pas rouvert leurs frontières aux Européens. Il y a toutes ces restrictions de déplacement qui vont être cruciales, je pense, pour l'organisation d'un gros tournoi, quoi. Tu penses, Greg, d'ailleurs, hors WSOP, tu parlais des autres marques, il y en a quand même beaucoup de marques. Alors, sans vouloir de souhaiter de mal à tes concurrents, etc., tu penses que si la situation devait perdurer encore un moment, ça peut abîmer des marques moins fortes que WSOP? Ouais, clairement. Je pense notamment les gens qui ont des tournois internationaux. Encore une fois, je pense que les marques locales, les tournois nationaux, ils vont s'en sortir. J'ai peur pour les tournois internationaux, mais même pour les WSOP de Vegas, c'est compliqué aussi. Mais on a la chance d'avoir d'autres choses, d'avoir le online, etc. Donc pour continuer à bien fonctionner. Mais ouais, c'est sûr que ça va être compliqué. Si ça dure encore des mois et des mois et des mois, c'est compliqué. Même pour les clubs, hein, c'est pas le sujet là, mais je veux dire, c'est rester fermé pendant des mois, c'est hyper compliqué quand même. Il y a les clubs parisiens, là, ils auront tout pris sur la gueule de A à Z. Ouais, j'avoue. Mais encore une fois, j'aimerais juste entendre les joueurs avoir leur avis sur quelles conditions, si ça te dérange pas, qu'est-ce qui les rendrait plus sûrs de venir à Vegas ou pas? Alors, sachant que les frontières sont ouvertes. Jérém? Moi, je répondrais que moi, j'ai l'avis et l'idée de toute façon que le Covid n'est... Enfin, il y a des maladies qui tuent beaucoup plus que ce que le Covid tue. Donc, moi, si on me dit qu'il y a un mois à Vegas demain et que toutes les autorisations sont ouvertes... oui, toi, t'as pas besoin qu'il y ait un truc sanitaire hyper compliqué, toi. Pour toi, c'est pas très grave, tu fonces, quoi. Plus ou moins. Plus ou moins, ouais, carrément. Ouais. Ok, Ivan? Ouais, c'est plus, je serais un peu plus sur la sécurité quand même, mais moi, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu aussi un mouvement de groupe, quoi. Si tout le monde est prêt si tout le monde se sent en sécurité et prêt à y aller, tout le monde va suivre un peu. Mais après, c'est un peu chacun ses critères, quoi. C'est dur d'avoir un truc précis, étant donné la situation de la maladie où on sait pas exactement comment la contrôler, etc. Donc, c'est compliqué, c'est très dur d'organiser ça, ouais. Bertrand, bon, toi tu l'as eu, ça va plus vite, tu t'en fous maintenant? Ouais, je l'ai eu, mais en fait, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur le fait d'avoir des anticorps qui durent et sur les différentes variations du. Ouais, c'est comme le bracelet, t'as le droit d'en avoir deux, toi, c'est ça? Ouais, donc en fait, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait plus de consensus scientifique vis-à-vis des réinfections, mais même aussi du fait de pouvoir transmettre. Parce qu'en fait, j'ai pas tellement peur d'être réinfecté, mais c'est surtout si je vais participer à un tournoi de poker et que je l'ai, je pense que le plus dangereux, c'est de le transmettre sans savoir que tu l'as, en fait. Parce que quand tu sais que tu l'as, tu te confines, il n'y a pas de problème. Et alors que quand tu l'as sans le savoir et que tu peux infecter des personnes entre-temps, c'est le plus risqué pour la société, je pense, et pour les joueurs de poker. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'informations là-dessus, mais c'est vrai que c'est très, très compliqué comme sujet, je pense. Ok. Julien?
Complètement d'accord avec ça, mais je trouve quand même que Greg, tu triches un peu, puisque tu t'adresses à 4 joueurs de poker professionnels. On rêve tous de gagner plus de bracelets. Donc forcément, je C'est pense ça. qu'à partir du moment où Il a les raison, frontières vont Juju. s'ouvrir, on va y aller, quoi. Il a En plus, raison, Juju. on est tous jeunes et pas spécialement Voilà, à risque, tu vois. C'est ça, donc, tu vois. Alors que exactement. tu vois, le journaliste, lui, il est chauve et il est légèrement gros. Je peux te dire qu'il est planqué dans sa baraque. Je parle de moi. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est vrai, tu vois, on en a entendu plein, notamment, on a déjà eu ce débat dans une précédente émission, au moment du premier confinement, une fois que c'était terminé, de est-ce qu'on va retourner rapidement ou pas en live, et il y avait vraiment un peu les deux écoles. Tu avais ceux qui, quand même, étaient encore avec quand même pas mal d'appréhension encore, et qui préféraient attendre un peu de voir ce qui se passait, quoi. Et ça, pour le coup, ça va toujours être le cas pour l'instant. Imaginons, je sais pas, moi, en janvier, on annonce un gros tournoi. Tu auras effectivement une partie des pros jeunes qui vont se dire, bon, on y va, c'est bon, ça fait 1 an, on n'a pas joué en live, vas-y, go, quoi. On se fera tester, on fera ce qu'il faut et c'est bon. Et puis, tu as une partie des gens quand même qui se diront, ben, moi, je préfère ça, je peux jouer online, je suis pas obligé de jouer en live, c'est pas mon métier, c'est pas très grave si je m'en prive encore un petit peu, quoi. C'est ça, par exemple, moi, je vais répondre à ta question. Alors, je suis pas comme vous, mais je vais aussi sur beaucoup de tournois ou parfois pour jouer, le plus souvent pour mes émissions. Et moi, je sais qu'il n'y a aucun protocole qui me rassurera assez, quoi. Voilà, moi c'est filez-moi un vaccin, filez-moi-en 4 s'il faut, c'est pas grave. On verra plus tard pour les effets secondaires, mais tout de suite là, on va essayer de se l'éviter, quoi. Quand tu joues au poker beaucoup, en fait, tu te dis que quelques pourcents, ça arrive quand même très très souvent, tu vois. Si tu Mais si c'est- tu- si alors- t'es dans la situation suffisamment souvent, Mais t'as 5%, tellement déjà, raison. je le fais pas. Mais écoute- ça dépend du risque, tu vois, mais 5%. Mais écoute-moi, Déjà, tu au sais, cœur, tu ça sais arrive. quoi, Bertrand, t'as tellement raison. Je pense qu'en plus, quand t'es dans le poker, ou allez, dans des... Peu importe, dans des jeux mathématiques, tu vois, un petit peu, tu vois, où il faut avoir des vraies notions de maths. Mais l'histoire des non, mais vous inquiétez pas, c'est 0,5%, t'as envie de dire, mais ta gueule! Mais 0,5%, je l'ai vu tomber 200 fois, moi, ce truc-là, tu vois. Et tu te dis, non, ça va aller. Ouais, non, le problème qu'il y a, c'est que si tu as un événement qui dure sur pas 2 jours, mais plusieurs semaines, et imagine juste qu'un matin, on se lève et qu'il y a un gars qui a été contrôlé positif de la veille. Imagine ce qui va se passer le jour d'après dans ton tournoi, quoi. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tous les cas contacts, tout le monde est cas contact, tout le monde doit être vérifié. Et donc, toi, t'as 5000 personnes qui ont contact dans la journée, quoi. Eh oui, donc t'es obligé de. C'est pour ça que tu peux pas lancer un événement de cette envergure-là sans avoir une procédure claire en cas d'un cas positif et que tu puisses vérifier tout le monde en fait, parce que sinon le lendemain t'es obligé de tout arrêter en fait. C'est vrai. Eh bien, écoute, ça résumera bien la fin de cette nouvelle émission. Le résumé qu'on a envie de vous dire à tous qui le regardaient, c'est la merde. Les amis, je vous remercie tous d'avoir participé. Bertrand, Greg, Julien, encore une fois, merci les gars de venir à chaque fois. Merci de répondre présent, surtout que vous êtes très occupés. Jérém, c'était un plaisir de t'avoir pour la première fois. Plaisir partagé, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, tu reviens avec grand plaisir quand tu veux. Bon, Ivan, hashtag la famille. Yes. Tu fais des bisous aux bros qui sont avec toi? Ouais, toujours. Ça marche, pas de souci. On citera pas les noms, mais on les connaît. On les connaît. La fameuse Bordeaux Connection, comme disait C'est l'ami Julien Tissot. Maflo, merci beaucoup. Merci à vous, surtout de nous avoir suivis encore une fois. Et puis on se retrouve très très vite pour un prochain Poker Débat. Ciao, ciao, ciao. Allez, Salut. ciao. Ciao, ciao. Ciao.